Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Vanessa. Comment vas-tu? Ben ça va très bien. Merci. Et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs. C'est un sujet très intéressant puisque ça fait partie de notre vie. Puis justement, en pré-show, tu mentionnais aussi un peu un lien avec comment on aborde l'intelligence artificielle présentement, parce qu'on en parle beaucoup à travers cette tribune-là, sans vraiment le revenir à ce que l'humain est lui-même, puis revenir à la base de ce qu'on est. Puis j'aimerais ça aussi commencer par que tu donnes une définition du biais cognitif, justement, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Oui, peut-être, Nicolas Louis, si tu me permets, avant d'entrer dans la définition du biais cognitif, tu sais, peut-être juste positionner les choses dans ce sens où, tu sais, moi, à la base, je suis pas psychologue. Si les gens qui me connaissent savent que je suis avocate de formation, puis j'ai aussi développé une passion qui a fait en sorte qu'éventuellement, je me suis formée en coaching, en hypnose ericksonienne, en neurosciences appliquées, bon, professeur de yoga, méditation, plein d'autres volets. Et donc, aujourd'hui, on parle de biais cognitif. Je suis à l'aise d'en parler parce qu'à travers mes formations, ça a fait partie des éléments qui ont été abordés. J'ai une fascination pour le fonctionnement du cerveau, donc je lis aussi beaucoup sur le sujet. Puis en coaching, on peut pas passer à côté, je pense, des biais cognitifs. Mais je tiens quand même à positionner que je suis pas formée en psychologie ou comme psychologue, donc ça reste quand même ma compréhension à travers les années puis mes lectures. Mais revenons au biais cognitif. Un biais cognitif, c'est quoi? Ben, essentiellement, là, si je le résume, c'est un raccourci mental que notre cerveau prend, je dirais involontairement, puis qui nous amène à porter automatiquement des jugements rapides qui manquent d'impartialité puis d'objectivité. En fait, il y a un psychologue israélien, puis là on remonte à il y a plusieurs années, qui a écrit un livre que tu connais peut-être, là, Nicolas Loïc, qui s'appelle Thinking Fast and Slow, puis qui a été un New York best-seller. Et ce livre-là a été révolutionnaire dans ce sens où on est venu mettre de l'avant justement la notion de biais cognitif puis la façon dont le cerveau fonctionnait. Puis essentiellement, dans ce livre-là, ce qu'on vient mettre de l'avant, c'est qu'on aurait deux types de pensées. Donc, on dit qu'il y a la pensée de type 1 et la pensée de type 2. Bon, pas très original. La pensée de type 2, c'est la pensée rationnelle ou ce qu'on appelle la pensée critique. Fait qu'essentiellement, c'est notre logique. Fait que ça va, tout le monde comprend quand même. Et la pensée de type 1, c'est la pensée qui est motivée par, je te dirais, notre confort émotionnel puis notre besoin d'être cohérent. Et donc, la pensée de type 1, c'est davantage lié à, parfois qu'on parle d'intuition ou notre instinct, et vous aurez compris que la pensée de type 1 est beaucoup plus rapide que la pensée de type 2 qui est logique étape par étape. Ce qui arrive, c'est que on se souviendra peut-être que notre cerveau utilise environ 25% de la capacité totale de l'énergie que notre corps peut produire. Fait que c'est très énergivore, le cerveau. Ce qui fait qu'à travers le temps, bien, le cerveau développe des mécanismes pour économiser notre énergie. Donc, le cerveau s'est dit, OK, ça prend beaucoup d'énergie d'être rationnel, d'être logique, d'analyser. Puis parfois, en situation, par exemple, d'urgence, je veux dire, j'ai pas le temps d'analyser toutes les données, je dois me positionner rapidement. Et donc, on s'est créé dans le cerveau des raccourcis. Un, pour économiser de l'énergie, mais deux aussi pour nous permettre d'être rapide, notamment, prenons l'exemple dans des situations de survie où je dois rapidement me dire, OK, est-ce que je tourne à droite ou à gauche? Donc, en gros, c'est un peu ça là, lorsqu'on parle de biais cognitifs. Ouais, puis c'est une chose d'évolution qui a servi à nous amener où on est comme humain aussi. Puis il faut pas, tu sais, on va en parler peut-être un peu négativement aujourd'hui, puis on va le pointer. Mais en même temps, c'est un élément qui nous a aidé à évoluer. Puis pour comme notamment les sportifs vont énormément imprimer dans cette zone-là du cerveau justement, parce que un sportif de haut niveau ne pense pas à ce qu'il fait, il ne fait qu'exécuter. Et le fait qu'il ne fait qu'exécuter, ben, c'est cette partie-là du cerveau qui est mise en action, là, ce que tu mentionnais de type 1, qui est vraiment juste réflexe, mais qui est quand même imprimé, qu'on a quand même la capacité de modifier, de faire des choses avec, parce que les sportifs le démontrent très bien de cette capacité-là d'intégrer même dans la partie qu'on pourrait dire plus fixe ou plus rapide du cerveau, et que l'autre, la partie plus lente, ben, elle est faite pour des situations plus
plus relax. Puis j'imagine de point de vue évolution, ça devait être genre quand on était autour du feu le soir et on devait justement échanger nos histoires, était probablement plus dans la partie 2 que dans la partie 1 où l'un jour on faisait ce genre de choses. Oui, effectivement. Puis tu sais, là, c'est moi, Vanessa Deschênes, qui dit ça. Là. C'est ma propre interprétation. Mais je pense que dans l'époque, dans l'ère à laquelle on est, où tout va vite, je pense que ça ne fait qu'accélérer l'utilisation de ces mécanismes-là où on doit prendre des décisions, on doit se positionner rapidement. Donc là, il faudrait voir là, est-ce que c'est démontré scientifiquement, mais j'ai l'impression que la technologie nous amène aussi à être davantage dans l'utilisation de ce type 1-là parce que c'est ça, justement, on doit se positionner rapidement vu que tout va vite. Là. Oui, absolument. Moi aussi, je suis pas à part m'y intéresser, j'ai pas d'études là-dedans. Mais ce que j'ai su, puis ça, dans les conversations que j'ai eues avec des gens qui effectivement étudient dans ce genre de choses-là, on est capable, ce qu'on appelle, ce que tu as nommé comme intuition, c'est exactement cet élément-là qui est là, et qu'on est capable d'entraîner notre intuition à amener ailleurs. Donc, ces entraînements sont plaisants. C'est pas juste les sportifs qui sont capables d'avoir ces éléments-là. Donc, on serait capable, si on le veut, de pouvoir modifier donc nos billets, notre intuition pour l'amener ailleurs. Et pour moi, personnellement, comme personne, ça m'a toujours énormément étonné à quel point mon intuition, généralement, de niveau professionnel, elle est relativement bonne. Donc, je suis capable de prendre des décisions rapides, comme tu mentionnes, mais généralement, pas tout le temps, dans le bon sens et toujours correctement. Puis ça m'avait énormément intrigué. Et de cette conversation que j'avais avec ces personnes-là, j'avais compris que j'avais imprimé dans mes billets, dans ce cas-ci, des structures qui me permettent dans mon niveau professionnel, puis on va en venir justement, un des problèmes, le fait que mes billets professionnels vont transcender tout ce que je dis et donc avoir des impacts et des difficultés de communication avec les autres. Oui, ben puis effectivement, puis la raison, je pense que où c'est important de parler de biais cognitifs, puis notamment dans notre domaine, Nicolas Luc, tu le sais, c'est un domaine multidisciplinaire. Donc, tu sais, moi, je suis avocate de formation, fait que tu sais, j'arrive avec mon background, mon expérience juridique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent du domaine de la sécurité de l'information, des gens qui vont être plus du côté du développement web ou architecture, des gens en gestion des risques. Et donc, il y a tout ce beau monde-là qui arrive avec leur propre expertise, leurs propres lunettes, si je peux dire, leur propre façon de penser. Et ben lorsqu'on n'est pas conscient de nos biais, ça amène souvent des incompréhensions entre nous, ça amène des impressions qu'on dit coudonc, l'autre personne a fait du par exprès pour pas me comprendre ou pour me challenger, ça amène des frustrations. Je dis pas que ça peut pas arriver que les gens font par exprès, mais je pense que plus souvent qu'autrement, ça se fait justement de façon inconsciente en raison de nos biais. Et moi, ce que j'ai remarqué, il y a une époque où ça m'amenait des frustrations parce que je me disais, j'étais dans des situations où je me disais, voyons, la personne, elle comprend pas, il me semble c'est clair. Dans ma tête, c'est clair. On s'ostinait, par exemple, sur la définition de renseignement personnel. Ça arrive jamais, ça. Non, absolument jamais. Puis tout ce qui est connexe à ce genre de choses-là, l'application, dans quelle mesure, parce que bref, c'est un beau champ de négociation. Exact. Donc, mais tu sais, ça m'amenait vraiment des frustrations profondes. Puis, est-ce que c'est l'âge, la sagesse ou lorsque j'ai commencé davantage à prendre conscience de ces biais-là, mais ça m'a permis de prendre un pas de recul puis de me dire, potentiellement que la personne ne fait pas par exprès, c'est juste qu'elle arrive avec son propre schème de pensée, ses propres expériences. Et moi, ça m'a amené dans ma vie professionnelle à justement pour m'assurer d'avoir un canal de communication, d'être davantage dans la curiosité, puis dans, je dirais, de développer l'art de poser des questions, puis tu sais, d'essayer de comprendre le pourquoi du pourquoi, puis même à la limite de me remettre en question moi-même, de dire ok, j'ai pas non plus la science infuse. Moi, je suis convaincue que, par exemple, c'est vrai, c'est ça, mais je me mettais vraiment en posture, essayer de me prouver le contraire. Puis je trouve que ça crée une ouverture, puis ça permet notamment de potentiellement diminuer ces biais-là. En tout cas, du moins, moi, c'est ce que j'ai commencé à mettre en application, puis j'ai vraiment vu une belle différence là, dans les conversations, etc. Là.
Ouais, ben une stratégie similaire à la tienne. Oui, je me challenge énormément, puis c'est épuisant faire ça d'ailleurs, là, c'est parce qu'on est toujours dans un contexte où c'est toujours, puis on reprend l'analogie du type 1, type 2, c'est que c'est toujours cette espèce de chicane entre les deux qui s'exécute. Oui. Donc, de ramener, je vois ce qu'un type 1 a fait, puis je suis comme, ouais, je suis pas nécessairement d'accord. Mon type 2 est pas d'accord avec ce que type 1 a fait. Fait que là, je suis comme, ça crée cette forme de dissonance-là aussi. Puis ce que la plupart des gens vont essayer d'éviter parce que ça crée, puis tu parlais de maintenir la cohérence, ben, les gens vont toujours faire un effort pour ne pas se contredire. Ça fait partie aussi, puis c'est très complexe. Quand tu commences à te contredire, comme tu le fais, puis moi, je mets ça sur le grand, le très grand chapeau de l'humilité. Puis j'imagine, en tout cas, dans mon cas, c'est sûr que c'est l'âge qui a aidé cette acquisition-là d'humilité, en quelque sorte, dans une certaine mesure, de justement le cas de re-challenger mes choses et ne pas me sentir menacé. Puis ça, c'est très difficile de maîtriser puis de ne pas se sentir menacé quand on remet en question nous-mêmes ou quand quelqu'un d'autre nous remet en question notre propre énoncé. Puis des fois, tu parlais de renseignement personnel, ben c'est ton domaine de choses. Puis là, quand tu attaques dans ton domaine, ou en tout cas, tu perçois que c'est une attaque. Dans ton domaine, puis là, tu réagis de façon un peu mal. Là. Oui, puis tu as dit le mot perçoit, qui est super important parce que souvent, c'est ce qui arrive, c'est que c'est des questions de perception. Là, tu sais, je veux pas tomber dans la grande philosophie, mais je pense que je suis philosophe à mes heures. C'est qu'on se rend compte finalement que notre réalité, est-ce vraiment la réalité? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit tout le monde à travers nos propres lunettes. Puis, tu sais, je vais prendre l'exemple en ce moment. On est en train d'enregistrer le podcast. Je sais pas si t'es chez toi, mais bref, t'es pas dans la même pièce que moi. T'es devant ton ordinateur. Moi, je suis à la maison devant mon ordinateur. Donc, factuellement, les faits sont les mêmes. Temporellement, c'est la même temporalité. Mais on ne vit pas nécessairement l'expérience de la même façon, tu sais, ne serait-ce que visuellement parlant. Et donc, tout est une question de perception. Et c'est là aussi où ça peut créer des conflits. Donc, comme tu dis, quand on a cette conscience-là de dire, OK, ben ça, c'est ma perception, mais est-ce que ma perception, elle est bonne? Est-ce qu'elle est la même que l'autre personne? Je pense que c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Mais comme tu dis, c'est pas instinctif, surtout lorsqu'on sent que là, je vais dire le mot ego, notre ego est menacé. Puis là, on le sait, tu sais, je veux pas tomber dans les notions de gestion du stress, mais un ego menacé, ça génère du stress aussi. Et d'ailleurs, quand on est stressé, on tombe aussi dans certains biais cognitifs parce que le cerveau ne prend pas des décisions de la même façon. Un cerveau stressé analyse les faits de façon différente. Ouais. On l'aime, notre cerveau. Il y a des capacités phénoménales, mais il nous joue des tours à certains égards. Ouais, elle joue beaucoup, puis c'est justement là où on amène, puis c'est ça qu'il faut se rendre compte. Déjà, la première étape, puis moi, je l'ai eu il y a environ 30 ans, puis c'est ce que je mentionnais dans notre conversation avant, c'est j'avais lu des papiers qui expliquaient à quel point la mémoire, elle est inexacte, et moi, ça m'avait scié en deux à ce moment-là, puis ça avait ébranler les colonnes du temple, comme on dit comme expression, auquel ma perception de l'univers venait de changer, comme quoi, puis à cette époque-là, j'étais convaincu que ma mémoire était impeccable, parfaite, blabla. Et là, tu apprends que non, finalement, c'est comme une boîte de conserve, finalement, il y a toujours de l'additif, puis ça change, puis tu t'en rends généralement même pas compte qu'elle va changer ta mémoire. Ce qui fait que quand tu relates des éléments, là, ça devient troublant, puis c'est moi, mon point de départ d'humilité, si on veut, de ce côté-là, a été parti là-dessus. Puis là, du fait que moi, je suis capable maintenant de vivre le fait que ma mémoire est inexacte. Donc, je challenge moins ou change ma façon d'aborder les autres et quand les autres ont des opinions différentes ou amènent des faits qui me sont différents par rapport à mon souvenir à moi. Et là, je vais être capable de négocier ou discuter à travers cet élément-là au lieu de me sentir que mon ego est attaqué puis que mon intégrité mentale a été atteinte. Oui, effectivement. Ça me fait penser, si tu me permets, j'ai lu des études, puis je trouve ça vraiment intéressant. Il y a une des études, ils ont fait un test, fait qu'ils ont fait écouter un film à des gens, donc tout le monde écoutait le même film. Puis, ils savaient déjà qu'à la fin du film, ils allaient répondre à un questionnaire sur des questions en lien avec le film. Donc, le film termine, les gens répondent aux questions
qu'il y avait sur le questionnaire. Et une des questions, c'était, puis là, écoute, ça se peut que justement que ma mémoire fasse défaut, ça fait quelques années, donc ça se peut que je le raconte pas correct, mais en tout cas, je vais raconter de la façon dont je m'en souviens. De toute façon, c'est à propos avec le thème d'aujourd'hui. Mais de mémoire, une des questions, c'était quelque chose comme quel âge a la petite fille à la robe rouge? Et les gens répondent à la question et tout ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que finalement, ce qu'on se rend compte par la suite, c'est qu'il n'y avait aucune petite fille à la robe rouge dans le film. Mais je pense que c'était plus de 80% des gens qui avaient répondu à la question. Donc, encore une fois, les gens se sont comme auto-convaincus de par le simple fait qu'on avait orienté une question d'avoir vu cet élément-là. Et là, je fais le pont avec ma profession juridique. C'est la raison pour laquelle souvent dans des procès, que ce soit dans des dossiers criminels ou quoi que ce soit, la façon dont un avocat, par exemple, va orienter une question peut venir induire en erreur le témoin, puis aller justement jouer un peu sur la mémoire puis la façon dont on a enregistré l'information. Un autre élément, c'est une autre expérimentation que je trouve super intéressante. Si ça t'intéresse, je t'enverrai l'hyperlien. Il y a une vidéo en ligne qu'on peut trouver. C'est une vidéo où il y a 6 personnes, donc 3 personnes qui ont un chandail noir, 3 personnes qui ont un chandail blanc, et ces gens-là se lancent un ballon de basketball. Et au début du vidéo, on nous dit combien de passes se fait l'équipe en blanc, donc l'équipe qui a les chandails blancs. Donc là, la vidéo part, puis là, tu te concentres, tu comptes le nombre de passes que se fait l'équipe en blanc. Ça termine et là, on te pose la question, mais combien de passes l'équipe en blanc a effectué? Fait que là, mettons, tu donnes ta réponse à haute voix ou à toi-même. Et là, il y a une autre question qui arrive, c'est, mais avez-vous vu le gorille? Puis là, plus de 50% des gens se disent, ben voyons donc, il n'y a aucun gorille. S'il y avait eu un gorille dans la vidéo, je l'aurais vu passer. Et là, il repasse par la suite le même extrait vidéo. Et là, évidemment, ton attention est portée vers le gorille et tu vois effectivement une personne passer vraiment lentement, déguisée en gorille. Le gorille arrête en plein milieu, il prend le temps de danser. Fait qu'il est là vraiment longtemps, là, comme un 7 à 10 secondes, puis il s'enfuit, tu sais. Mais encore là, fascinant de voir comment le cerveau a sélectionné volontairement de l'information. Donc là, il était concentré sur les passes et il a complètement omis le gorille qui est passé dans l'image. Tu sais. Oui, c'est fascinant. Puis ça, ce vidéo-là, j'avais déjà vu. Puis oui, il était intéressant. Puis il y en a plein d'autres de cette nature-là qui sont disponibles à différents endroits, justement, pour nous montrer à quel point le cerveau est une drôle de machine. L'attention, elle est très particulière dans son fonctionnement. Oui. Normalement, on va embarquer dans tous les volets de pickpocket, notamment aux magiciens, sont un exemple, un univers qui ne travaille que sur ces éléments-là. Puis c'est ça qui est drôle parce qu'on a développé, dans le cas de la magie, un genre de spectacle qui est basé sur le problème d'attention qu'on a, le fait que comment le cerveau fonctionne. Et les pickpockets, ont développé une profession, c'est moins agréable, là, mais qui existe quand même, qui est là, qui est basé justement sur le fait de créer de la surcharge cognitive à un endroit pour créer d'autres choses, pour voler. Et j'ai vu des vidéos de façon spectaculaire, les gens littéralement se faisaient voler leur cellulaire pendant qu'ils parlaient sur leur cellulaire. Ils s'en rendaient même pas compte. Puis tout à coup, à peu près 3-4 secondes, puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de cellulaire dans les mains. Puis là, mais ils savent pas, puis ils sont incapables de savoir ce qui s'est passé. Puis les vidéos le montrent. C'est complètement fou ce qu'on voit à quel point l'attention, à quel point comment notre fonctionnement est limité. Oui. Ça vient quand même gruger la perception qu'on est des humains, qu'on est meilleur que l'univers, qu'on est le centre de l'univers. Puis là, on est là comme, on est juste ça finalement. Puis c'est ça, très difficile. En tout cas, moi, ça a été très difficile, ce passage-là, d'accepter l'idée que finalement, je suis excessivement faillible. Oui, effectivement. Et là, peut-être certaines personnes vont dire oui, mais attends, il doit y avoir un trucage. Là, t'as pas vu ça en vrai, t'as vu ça sur vidéo. Donc là, potentiellement un autre biais
qui arrive à travers tout ça. Mais tu sais, justement, des biais, ce qui est intéressant, c'est que je lisais récemment, puis là, je me souviens plus si c'est spécifique aux biais cognitifs ou aux biais en général, parce que il y a aussi ce qu'on appelle des biais de société, des biais affectifs, etc. Mais je lisais qu'on avait répertorié à peu près entre 200 et 300 biais. Je veux dire, c'est énorme. Donc, on peut pas nécessairement, je veux pas dire qu'on peut pas être conscient de tous ces biais-là, mais attachons nos trucs si on veut apprendre les 200, 300 biais et les retenir. Mais peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, je pourrais donner certains exemples là, de biais que l'on vit dans notre quotidien. Il y a notamment ce qu'on appelle le biais de halo. Ce biais-là, en fait, c'est qu'on se fait une idée de quelqu'un ou de quelque chose à partir de seulement notre première impression. Je veux dire, on le fait tous. Puis, un exemple de ce biais-là, c'est que présumer qu'on voit une personne parce que la personne porte un veston, que c'est nécessairement un gestionnaire, par exemple. Je veux dire, c'est un exemple. Oui, je la trouve très drôle, mais oui, puis je veux dire, de façon professionnelle, puis ça, c'est l'autre côté aussi, c'est qu'il faut savoir que ça existe. Puis moi, dans certains égards, je l'utilise. Parce que mon habillement, là, je parle de l'exemple de l'habillement, là, mon habillement est conséquent par rapport à ce biais-là aussi. Parce que justement, quand je suis dans un contexte professionnel, je vais toujours être très, très bien habillé au niveau des règles dans lesquelles on vit, justement pour aller vivre dans ce biais-là qui nous habite tous, puis que la plupart des gens ne sont pas capables de passer par-dessus celui-ci. Là. Effectivement, effectivement. Puis comme tu l'as mentionné, il y a un d'en être conscient. Le but, en fait, d'en être conscient, c'est, je dirais, c'est d'amener le plus possible une prise de décision éclairée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais effectivement, il y a aussi comment, en prenant connaissance de ces biais-là, on peut les utiliser à bon escient. Puis là, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais là, Nicolas Loïc, c'est de la manipulation. Honnêtement, j'irais pas nécessairement jusqu'à dire que c'est de la manipulation. Je pense que c'est simplement, en tout cas, c'est mon avis à moi, mais je pense que c'est simplement comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Oui, mais je suis d'accord que ça aurait pu donner cette impression-là, mais l'objectif n'est pas ça, c'est une espèce d'aplanissement des relations entre les personnes et s'assurer je ne crée pas une barrière face à l'autre, justement pour aller dans ce. Donc, c'est un peu ça l'objectif, pas de changer l'opinion de l'autre, mais de s'assurer au moins que je me crée pas une montagne à monter pour la relation que j'ai avec l'autre, qu'on se met au même niveau, qu'on se met à la même zone, qu'on est yeux à yeux à ce moment-ci et non que lui me regarde de haut parce qu'il trouve que je suis mal habillé ou vice-versa, il me regarde d'en bas puis il pense que je me suis trop bien habillé. Puis ça aussi, faut toujours calibrer au bon niveau parce que dans l'option, on est grégaire. Donc, la relation avec l'autre est importante. Elle est toujours dans cet objectif parce que puis on va prendre l'exemple du droit criminel, j'ai pas d'intention négative face à ou qui vient biaiser de nuire à l'autre, mais c'est vraiment juste pour assurer une chose. C'est ça qui différencie, puis pour rejoindre ce que tu dis, entre manipulation et juste s'assurer que socialement, on fonctionne bien et tout aille au mieux. Là. Oui, puis c'est ça que j'allais dire, tu l'as bien dit, je pense que c'est, quand on est conscient, ça amène à comment on peut créer des ponts avec les gens, parce que c'est ça le but, c'est qu'on veut communiquer, on veut échanger. La communication, c'est pas simple. Donc, de connaître ces biais-là, je pense que ça nous permet justement, comme tu dis, d'éliminer potentiellement des obstacles qui sont pas nécessaires. Et quand on le voit comme ça, ça m'apparaît louable et en fait justifié. C'est déjà assez compliqué de communiquer, donc si au moins on peut s'enlever quelques obstacles là. Oui, c'est ça. Puis d'un point de vue professionnel, puis tu l'as mentionné un peu, c'est très difficile parce que justement, dans l'univers dans lequel on opère maintenant, puis c'est un peu ce qui arrive, les gens ont de la difficulté. Puis là, je vais prendre les gens du côté des gens en cyber, notamment l'arrivée des avocats de façon massive avec les changements législatifs qui ont eu lieu depuis les dernières années. Beaucoup se sentent froissés par rapport à ça. Et c'est là où, parce que moi, ce que j'ai aperçu beaucoup, une explosion du problème de communication entre ces groupes-là, parce que les avocats ne parlent pas le même langage que les gens en cyber, notamment, ou les gens en risque, ou dans d'autres sphères. Donc, ça devient très compliqué d'arriver à l'objectif commun de protéger les informations personnelles dans ce cas-ci, où tout le monde puisse arriver. Fait que ces biais-là viennent
teinter la façon qu'on communique, la façon qu'on peut parler du biais d'Allo, mais il y en a d'autres aussi qui sont présents. Oui, puis je pourrais en nommer d'autres, mais je veux rebondir sur ce que tu viens de mentionner. Je trouve ça intéressant parce que tu vois, encore là, je vois comme une perception différente où tu mentionnes, ben, les gens, exemple, en sécurité de l'information, là, tu sais, ont senti comme les avocats arriver dans cette sphère-là avec les changements législatifs. Puis tu vois, moi, de par ma profession juridique, ben j'ai déjà eu, puis des fois je l'ai encore, là, on va se le dire, j'ai la perception inverse où je suis comme, ben voyons, tu sais, c'est une loi, fait que, tu sais, on est plus dans la sphère juridique, puis là, j'ai plein d'autres professionnels qui se positionnent sur une loi, tu sais. Fait qu'encore là, je trouve ça intéressant comment, pour une même situation, de par notre lunette, de par où on se positionne, on interprète ou on perçoit les choses différemment. Fait que, c'est un autre bon exemple de comment on le vit dans notre quotidien, dans notre domaine, là. Oui, absolument. C'est différent ça. Puis moi, je triche parce que j'ai des formations en droit. Fait que j'ai pas le biais, mais j'utilise cet exemple-là parce que je l'entends autour de moi. Les gens sont cette frustration-là est vécue, mais en même temps, je trouve ça littéralement absurde parce que faut travailler ensemble. Puis je suis plus dans un modèle de collaboration. Puis c'est d'ailleurs pour ça que la connaissance des biais cognitifs pour moi est importante justement pour essayer de réduire les barrières de collaboration entre des gens avec des différentes lunettes. Oui, puis on a tout à gagner justement parce qu'on a différentes lunettes. Fait que c'est là où ça devient enrichissant. Donc, puis justement, peut-être pour continuer dans mes exemples de biais cognitifs, un autre qui est très, très, très présent, c'est le biais de confirmation. Et là, ce biais-là, c'est qu'on retient les informations qui appuient notre idée sans tenir compte des informations qui la contredisent. Ça non plus, on fait jamais ça. C'est tough. Ça revient toujours à la fragilité de notre ego, puis à l'espèce de frustration, puis tu disais que l'élément de cohérence, puis ces éléments-là, puis de déconstruire un biais, c'est très, très difficile, parce que tu le nommes dans les grandes familles, mais dans la façon qu'on le vit, ces imprimés-là, ces raccourcis-là qu'on a, il faut le défaire et en reconstruire un autre. Ça demande de l'énergie, et on parlait d'économie, le cerveau aime pas beaucoup ça, faire ce genre de travail-là. Là. Non, le cerveau aime pas ça, puis c'est la raison pour laquelle c'est difficile de changer, que ce soit un biais cognitif ou une habitude en général. C'est là, on tombe dans, encore une fois, on a des chemins neuronaux, hein, puis plus on a une habitude, plus on prend un chemin. Tu sais, moi, j'aime souvent donner l'image de la route de terre versus les autoroutes. Fait que nos biais cognitifs, nos habitudes, c'est comme si on prenait la grande autoroute, là, à 6 voies, écoute, c'est rapide, en fait, t'embarques sur l'autoroute, ça va vite. Et donc, c'est sûr que lorsque je suis face à ces différents embranchements-là, ben, j'ai tendance à prendre l'autoroute parce que justement, c'est plus rapide, c'est plus large. J'ai pas le goût de prendre la petite route de terre qui est toute chaoteuse, que je me dis, mon Dieu, combien de temps ça va me prendre? Puis je vais-tu vraiment me rendre parce qu'il y a des trous partout, tu sais? Mais c'est un peu ça, créer une nouvelle habitude, c'est qu'il faut que je commence par la petite route de terre qui est chaoteuse, qui me demande de l'énergie, qui me demande du temps, puis éventuellement, mais la route de terre devient une route peut-être, là, elle est plus en terre, elle a des petites roches, fait que, OK, ça va déjà un peu mieux. Puis éventuellement, les petites roches deviennent de l'asphalte, puis fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, créer des nouveaux chemins neuronaux avec le principe de neuroplasticité, mais c'est ce qui fait qu'au début, ça demande réellement un effort. Donc oui, il faut une volonté, puis il faut le vouloir. Puis quand on parle de vouloir changer nos biais cognitifs, ben cette notion-là de vouloir, elle est importante parce que sinon, malheureusement, on va toujours tomber justement dans l'autoroute puis dans l'économiseur d'énergie. Puis Oui, dire c'est 90 jours, changer une habitude, là, justement, ça prend du temps, puis de répétition, 90 jours de répétition pour que le cerveau change cette traque-là. Puis juste parce que mon cerveau étant ce qu'il est, quand tu as parlé d'autoroute, ça m'a fait penser parce que justement, on parlait de chemin rapide, tout ça. Quand les gens n'ont pas prévu leur chemin d'avance, c'est pour ça que les gens ralentissent quand ils ont un choix devant eux. C'est-à-dire clairement, c'est pas le type 1 qui est embarqué, c'est le type 2 parce qu'ils n'ont pas planifié leur voyage. Puis moi, avec les années, je fais l'inverse. C'est-à-dire, mon voyage est déjà planifié, fait que je prends jamais de décision réellement de type 2 quand je conduis. Tout est en type 1 tout le temps, ce qui fait que j'ai jamais d'hésitation. Je suis toujours dans le mouvement, un peu comme l'athlète. Et c'est ça, on le voit sur la route. Les gens qui vont arriver dans un carrefour, puis là, ils vont ralentir sur l'autoroute. C'est pour ça que ton exemple m'a fait penser à ça. Ben, ils arrivent dans le carrefour, puis ils savent plus. Puis ils vont ralentir, puis généralement, ils vont prendre une mauvaise décision, puis là, ça va être croche, puis ils vont mettre
jamais tout le monde en danger en plus. J'ai vu des manœuvres qui étaient assez weird, mais ça demeure ça, c'est qu'ils n'ont pas utilisé le bon cerveau pour faire ce genre de travail-là. Tout à fait. Puis là, ça a vraiment rien à voir avec ce dont on parle, mais c'est parce que là, ton analogie me fait penser à quelque chose. Mais il y a plusieurs années, j'étais en Europe, puis maintenant, on en a aujourd'hui là au Québec là, des carrefours giratoires, mais tu sais, remontons il y a 10-15 ans, c'est vraiment moins populaire. puis effectivement, j'ai l'image que justement, quand les gens, nous, ça nous est arrivé là, de pas regarder notre chemin en l'avance, ben ça fait en sorte que ton carrefour giratoire, tu tournes comme vraiment longtemps en rond pour éventuellement décider quelle voie tu prends, quoique c'est pratique au moins. Bref, ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est un peu ça, mais c'est très rare. Puis je déteste les carrefours giratoires sur l'étendue parce que moi, c'est un effort cognitif trop fort pour être dans le carrefour. J'aime pas ça. Là, faut que je force, puis là, j'aime pas ça. Là, faut que je prenne une décision de type 2, là, je suis comme, ah non, mais j'étais pas prêt à ça, là, ma vie était pas adaptée à ça, moi, je fais juste du type 1 en auto, puis là, je suis comme, ah non, faut que je sorte de ma zone de confort, puis qu'est-ce que je fais? Oui, mais tu sais, en tout cas, je sais pas si maintenant il en parle dans les cours de conduite, là, mais ça, moi, je me souviens pas qu'on ait vraiment appris le fonctionnement du carrefour giratoire. Fait que, tu sais, est-ce que je dois mettre ma flèche, pas mettre ma flèche? Bref, plein de questions qui émergent dans les carrefours giratoires. Bref, parenthèse. Mais pour revenir, oui, c'est-à-dire, on revient pour revenir à nos moutons. On parlait de biais cognitif, mais un autre élément qui est interrelié et que je trouve super intéressant, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'inférence. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, mais juste le définir un peu pour qu'au moins on ait une compréhension commune. Oui, fait en anglais, on parle de interference ladder. Fait essentiellement, l'échelle d'inférence, ça a été défini, il y a comme 7 étapes dans l'échelle d'inférence. Et c'est la façon dont on va capter l'information, qu'on va la traiter pour éventuellement prendre action. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'échelle d'inférence, l'étape 1, c'est je constate la réalité, fait qu'il n'y a pas d'interprétation. Fait que, tu sais, prenons l'exemple, je suis dehors, je marche. Donc, mon cerveau va vraiment capter toute l'information. Il fait soleil, il y a des oiseaux, il y a des arbres, etc. Fait que, tu sais, l'information rentre dans mon cerveau. Mais c'est intéressant de savoir que c'est dès l'étape 2 sur 7 que déjà notre cerveau va trier de l'information. Donc, l'étape 2, c'est je trie les données que j'observe. Fait que maintenant, je vais focaliser sur certains faits en fonction de mes convictions puis de mes expériences personnelles antérieures. Fait que dès la deuxième étape, déjà, en raison de mon vécu, de mon background, de mes expériences antérieures, je vais mettre de côté certaines informations. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, c'est dès l'étape 2 que nos biais cognitifs entrent dans le traitement de l'information et de ce qui fait qu'éventuellement on va prendre action, on va dire des choses, etc. Fait que peut-être pour le bénéfice de tout le monde, je peux continuer dans les étapes de l'échelle, là. La troisième étape, c'est qu'on analyse les données qu'on a sélectionnées de façon subjective et non objective à travers le prisme de mon vécu. Fait que là, je regarde les données, puis je vais comparer avec mes expériences passées. Fait que dans le fond, c'est à partir de la troisième étape qu'on crée du sens. Et c'est là où notre culture va venir influencer, que justement la façon dont on a été élevé, par exemple, va venir influencer. Après ça, l'étape 4, c'est on dit je fais des suppositions basées sur le sens que je crée. Fait que c'est là où on commence à faire des hypothèses, mais sans se soucier de leur validité. Fait qu'on crée des hypothèses, mais basées sur nos expériences. Donc, par exemple, parce qu'on a vécu plusieurs fois la même chose, là, ben ça veut dire que c'était l'affaire. Fait que là, on va même plus valider, rendu là. Après ça, l'étape 5, c'est qu'on tire des conclusions à partir de nos hypothèses. Fait qu'encore une fois, on tire des conclusions pas nécessairement à partir des faits, mais à partir de nos propres hypothèses qui sont basées sur nos propres expériences puis sur nos propres sélections subjectives des informations. Puis, après ça, à l'étape 6, c'est qu'on va transformer tout ça en croyances personnelles. Et là, on appelle ça la boucle de rétroaction. C'est que on vient renforcer nos propres croyances personnelles. Fait continuellement, on se renforce dans ce que l'on croit. C'est la raison pour laquelle ça devient de plus en plus difficile de défaire ça. Mais c'est possible. Puis, il y a des événements. Souvent, les gens disent, OK, mais comment qu'on fait pour défaire ça? C'est qu'il y a des événements, parfois, qui vont tellement venir nous heurter.
c'est comme si on court-circuite l'échelle d'inférence. Puis là, ça nous remet en question. Fait que, tu sais, je vais prendre un exemple personnel. Les gens le savent. Moi, j'ai vécu un épuisement professionnel il y a 10 ans. Ça a été un gros choc qui a fait remettre en question plein de choses dans ma vie, dans mon sens que je donnais à mon travail, etc. Fait que c'est un peu un événement marquant qui est venu court-circuiter ma compréhension du monde, la place que ma carrière avait, etc. Mais le volet croyance, oui, il est très important. Puis c'est comment la mémoire fonctionne aussi, parce que j'ai lu un peu sur comment la mémoire fonctionne, puis comment la mémoire disparaît aussi jusqu'à un certain point, comment la mémoire reste en vie. Et c'est pour ça. Et en même temps, comment ça se fait qu'on se rappelle de façon très, très précise certains événements de notre jeunesse, par exemple. C'est juste parce qu'ils reviennent à la mémoire constamment. Le fait qu'ils reviennent refait comme on reprend le chemin du chemin de campagne à l'autoroute, ben le fait de recycler dessus vient réaviver cette mémoire-là. Quand d'autres mémoires qu'on ne réavive pas comme ça finissent par disparaître et ne plus faire présence, ça. Puis donc cette boucle-là. Et ces croyances-là aussi, puis c'est très particulier le volet croyance, parce que quand on embarque dans cette zone-là, c'est comme tu mentionnes, c'est très difficile d'en sortir. Puis c'est même si l'image de nous-mêmes, à certains égards, qui est inscrite dans ces croyances-là. Donc, on rajoute encore un élément de complexité supplémentaire à aller jouer dans cette zone-là dans laquelle on vient défaire. On essaie de défaire des différents éléments. Là. Puis, tu sais, je travaille beaucoup sur ces éléments, certains éléments comme ça. Puis, en tout cas, mon dernier outil que j'ai trouvé très le fun, là, c'est le CNV notamment. Mais justement, qu'on est capable de venir rebalancer ou réécrire, mais ce n'est pas facile une fois qu'on est rendu à la croyance. Non, exact. Puis, tu sais, pourquoi on parle de ça, en fait, aujourd'hui, toi et moi? Ben, comme on le mentionnait, dans nos milieux de travail, dans notre domaine, on a tellement des backgrounds différents que je pense qu'on doit être conscient de nos biais cognitifs justement pour amener cette ouverture-là, continuer ce canal de communication-là, mais aussi parce que si je fais le parallèle avec l'IA, tu sais, je pense qu'on peut pas passer à côté, là, le mot IA sur les lèvres de tout le monde. Tu sais, on parle de l'utilisation éthique de l'IA, mais on parle aussi de plus en plus de biais que peuvent avoir l'IA. Et je me dis, ben si on n'est pas conscient en tant qu'humain de nos propres biais, ben inévitablement, ça va faire en sorte qu'on va aussi créer de l'IA qui a des biais parce qu'il reste que, souvenons-nous, à la base, je veux dire, c'est quand même l'humain qui va venir créer les modèles, qui va aller sélectionner les données d'entraînement du modèle. Et donc, si moi-même, je choisis des données biaisées parce que je suis biaisée dans ma sélection de données, ben je vais créer des modèles biaisés aussi. Fait que je pense que c'est d'autant plus important à l'ère dans laquelle on est de commencer à se conscientiser sur nos biais cognitifs. Oui, absolument. Puis l'exemple du IA, puis je l'avais mis en entrée de jeu aussi d'ailleurs, parce qu'on en parle du biais du IA, puis on est un peu outré à certains égards de ce biais-là. Mais il faut retourner le miroir vers nous, parce que le biais du IA est une conséquence du biais de l'humain et de l'humanité à son sens large. Exact. Donc, à ce moment-là, si on voit pourquoi les données d'entraînement ne sont pas représentatives, ben, c'est parce que les gens qui ont utilisé ces données-là, les ont utilisées dans un contexte où ils ont leur biais et a transcendé l'entraînement du IA à ce moment-là. Donc, c'est ça. Puis c'est là où on embarque. Puis il y a à mon sens, beaucoup de débats. Puis je trouve ça un peu particulier parce qu'on n'aborde jamais les vraies questions au sens où comment tu l'as abordé. On l'aborde juste à essayer de soit on pourrait dire qualifier woke, comme Google a essayé de faire, de comme réécrire l'histoire, où on a oublié, on a mal représenté certaines données. Moi, tant qu'à moi, le IA doit être représentatif de l'actuel de l'humanité, non une vision améliorée comme Google a essayé de faire, mais aussi en même temps, pas une vision qui est très étroite. On parlait notamment de la reconnaissance faciale où les données d'entraînement étaient sur principalement des hommes blancs. Donc, c'était beaucoup plus facile était beaucoup plus efficace que les personnes qui n'étaient pas des hommes blancs avaient un taux d'efficacité de reconnaissance faciale beaucoup plus faible parce que les données d'entraînement n'étaient pas conséquentes par rapport à ça. Fait que c'est de remettre en perspective et de poser les vraies questions. Puis moi, j'ai jamais entendu personne jusqu'à présent parler des vraies questions un peu comme tu l'abordes. Oui, puis tu sais, en fait, je pense que ce qui arrive, c'est qu'on se fait mettre en pleine face avec l'IA. Ben nos biais, c'est un peu ça. Puis finalement, ça nous choque parce qu'on dirait que l'IA amplifie
en fait, ces biais-là, en tout cas, du moins, c'est ma compréhension et ma lecture de ce que je vois. Et ça dérange, puis je me dis, ben, ça devrait peut-être justement nous déranger. Je pense, une façon, c'est un peu une claque d'en face qu'on a de. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'il faudra se poser les bonnes questions. Puis effectivement, c'est là où il y a aussi cet aspect-là de c'est pas juste des biais cognitifs, c'est des biais sociétals. Tu sais, comme tu mentionnais, bon, mettons les hommes blancs, ou tu sais, avec l'IA récemment, on voyait plusieurs publication qui disait, OK, si je demande un CEO, une personne à la tête d'une entreprise, ben c'est rare que c'est une femme, ça va être des hommes. Ou si c'est une femme, c'est la femme comme superwoman, très stéréotypée, aussi dans les stéréotypes de la beauté. Mais comme tu l'as mentionné, je pense que ça vient juste mettre de l'avant ce qui existe déjà. C'est juste que là, on le voit vraiment en plein dans l'usage. Puis en plus, l'IA étant très imagée, là, du moins, c'est pas juste ça, mais on l'utilise beaucoup avec la génération d'images. Donc, ouais. Ouais, ça fait ressortir ces éléments-là. Puis c'est là où ça. Puis moi, je trouve ce qui m'agace du débat, c'est que ça ne parle pas les vraies choses. Parce que c'est une représentation de la société, une représentation au sens où même si on donne les données les plus pures possibles, on n'a pas de biais dans la façon qu'on donne les données, il demeure que notre société est très biaisée malgré tout. Et comme tu mentionnais au niveau des chefs d'entreprise, ben effectivement, le réel est comme ça. Et l'imagerie est encore pire. Là, c'est clairement là, je trouve ça très drôle, puis c'est très mauvais de faire ça, puis à quel point on est capable de rééquilibrer ça sans tomber dans la façon que Google a essayé de rééquilibrer, mais qui est complètement de l'autre côté. Est-ce que ça, c'est très important. Puis dans l'absolu, moi, le IA, c'est là où je vais aller sur le bout là, de l'inconfort. Les gens sont inconfortables parce qu'ils se rendent compte à quel point ils sont petits dans l'ensemble de ce qu'ils représentent. Puis nos billets sont là, puis finalement, on a beaucoup plus des habitudes, on n'est pas si spécial que ça, et l'IA est capable de généraliser ce qu'on fait. Fait que là, tu es comme, ouais, mais moi, je me sentais spécial. Là, je suis plus spécial. Parce que ce que je fais, ben, est fait par une machine plus vite, puis généralement avec un meilleur rendu. Fait que là, c'est comme, wow, là, je suis comme un peu... Ouais. Puis tu sais, donc la notion de biais, elle se retrouve partout lorsqu'on parle de technologie. Puis tu sais, je vais peut-être terminer là-dessus pour faire un parallèle, mais tu sais, plus proche de moi, tu sais, côté de protection des données, vie privée, gestion du consentement. Je lisais un article récemment, je trouvais ça super intéressant parce que tu sais, on parle beaucoup des dark patterns, puis toute la notion de consentement. Puis l'article disait ben, à quel point on prend encore une fois le problème du bon angle dans ce sens où on le sait au Canada, au Québec, le consentement est la base, hein, c'est comme la pierre angulaire de nos lois en matière de protection des renseignements personnels. Puis là, je veux pas partir un débat là-dessus, c'est pas ça l'objet de mon propos, mais cet aspect-là est critiqué parce que notamment ce qu'on voit avec l'avènement des technologies, c'est que les plateformes utilisent justement ces biais cognitifs-là, savent comment les biais cognitifs fonctionnent et l'article disait ben ça devient de plus en plus difficile de pouvoir prétendre que la personne a vraiment donné un consentement éclairé parce que la façon dont les dark patterns sont faites, la façon dont les plateformes sont faites, fait en sorte qu'on va réagir, on pense qu'on a donné un consentement éclairé, alors que c'est pas vraiment le cas, c'est qu'on a donné un consentement, mais sans être conscient que c'était des biais cognitifs qui avaient influencé notre prise de décision. On le sait souvent, il y a des impressions d'urgence qui sont créées en ligne. Exemple, on voit une pub, ça dit il ne vous reste que 4 heures pour acheter. Fait que là, c'est un peu ça, c'est un peu aussi comprendre le fonctionnement du cerveau, nos biais cognitifs, que d'utiliser ces éléments-là. Donc, bref, on verrait pas nécessairement des liens entre la psychologie comportementale, les biais cognitifs et la protection des renseignements personnels, l'IA, alors qu'en fait, il y en a plein de liens à faire. Tu sais. Fait que, puis là, moi, je suis comblée. Je me dis, c'est un merge de mes deux intérêts. Oui, absolument. Puis j'ai la même chose au niveau de la cyber, où au niveau du risque aussi. On est en train de commencer à mettre l'humain au centre. Puis c'est un peu pour ça que j'ai commencé cette séquence-là de podcast plus sur l'humain côté cyber, puisqu'on
on n'a pas le choix de mélanger les deux, puisque ça demeure l'humain qui contrôle la technologie et pas la technologie qui contrôle l'humain. Et là, malheureusement, ces biais-là font que la technologie commence à contrôler l'humain. Mais c'est d'autres humains en arrière, là, somme toute, là, la machine n'est pas encore consciente et rien, là, mais on utilise ça. Puis les réseaux sociaux sont le meilleur exemple d'usage de ce que tu nommes les dark patterns. Sont très désagréables quand on les voit en plus, parce que moi, je suis un peu plus entraîné à reconnaître les biais. Donc, le fait que je me suis entraîné à ça, ben, je les vois tout de suite dans les différentes plateformes. Et c'est au point où ça m'irrite à certains égards de voir ça, cet usage-là, puis de voir, oui, mais ils me prennent pour un con. Mais dans les faits, c'est parce que je suis entraîné, fait je le vois, là, mais les autres tombent dans le piège parce qu'ils ne voient pas leur biais qui est utilisé spécifiquement là, et c'est d'autant plus intéressant. Là, tu parles en vie privée, oui, en cyber aussi, on a un mécanisme de défense aussi, parce que si on va prendre tout ce qui est ce que les attaquants font, ben, ils vont utiliser essentiellement des billets qui sont à leur avantage contre les personnes, un peu comme les pickpockets utilisent des billets d'attention dans le monde réel pour réussir à voler les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est complètement fou. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu viens toi-même de le mentionner, c'est-à-dire que maintenant, tu les vois parce que tu as été entraîné à ça. Et donc, ben, ça signifie justement qu'on peut quand même avoir un certain pouvoir sur ben, la maîtrise. Ben, je sais pas si le mot maîtrise est bon, mais pour être conscient et pour venir diminuer, je pense pas qu'on peut éliminer les biais, mais à tout le monde. Alors, c'est impossible d'éliminer, là. C'est ça, diminuer leur emprise. Puis ce que tu viens de mentionner, c'est exactement ça. C'est de dire, ben justement, vu que je me suis entraînée à ça, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de les détecter. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai conscience. Et donc, on a toute cette possibilité-là. Tu sais, je dis toujours, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ben, la première étape, c'est de s'informer sur ces biais-là, peut-être de lire sur le sujet, de commencer à tenter de détecter, de dire OK, attends, là, est-ce que là, je suis en train de rentrer dans un biais? Puis là, le but, c'est pas non plus que ça devienne tellement obsessif que là, c'est plus naturel quand on interagit avec les gens, là. C'est pas ça non plus le but. Mais de commencer tranquillement pas vite à en prendre conscience, je pense que ça va contribuer au sein de nos organisations. Si on parle de plus en plus des principes de diversité, d'inclusion, on parle de plus en plus des principes de sécurité psychologique. Ben, je pense qu'il y a un lien aussi avec tout ça, tu sais. Oui, absolument. Dans un contexte où justement, on place l'humain au centre de nos choses. Puis c'est un peu aussi, puis là, c'est le fun d'avoir parlé du IA, tout ça, mais on revient toujours, l'humain est au centre. L'humain est au centre de notre société. Puis c'est ça qui est important de savoir. Autant le biais cognitif est un accélérateur pour certaines choses, mais dans d'autres cas, il faut être conscient qu'il n'a pas évolué à la même vitesse que la société a évolué. Donc, incidemment, il faut réadapter notre compréhension de celui-ci. Ça aide les organisations, tu le mentionnais, entre deux groupes, de toujours poser la question face à l'autre, puis toujours d'être ouvert face à des opinions contradictoires, ce qui est pas très populaire ces temps-ci, et d'arriver dans cette ouverture-là et justement de se donner une capacité d'aller plus loin. Super conversation comme toujours. Comme tu as déjà dit il y a à peu près 10 minutes qu'on allait terminer là-dessus, mais je vais le faire pour de vrai. On va vraiment terminer là-dessus. Oui. Merci énormément. C'est toujours très plaisant ces conversations-là. Ça me permet de réexprimer cette passion-là, mais en même temps tout ce que j'ai pu puis de le partager avec un autre. Ben, merci beaucoup, Nicolas Noïc, de me permettre aussi d'aller là avec toi. Comme tu l'as mentionné, c'est toujours super intéressant.